de retour sur la chaîne Basket Session. Au lendemain des finales, on est présent. Voilà, comme promis, on va continuer les CQFR pendant jusqu'au moins une bonne partie du mois de juillet, des CQFR tournés sur l'actualité, toujours avec Shai. Shai, on va commencer par un sujet qui te tient à cœur, et notre cher Doc Rivers, qui a réussi à être le point central de l'actualité aujourd'hui. Doc Rivers, j'aimerais bien que tu nous expliques pourquoi on va parler de Doc Rivers, des Sixers, de Joel Embiid et de James Harden, des sujets qu'on apprécie particulièrement. Ouais. C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé et on ne s'attendait pas à ce que Doc Rivers sorte un peu de son silence de mec qui vient de se faire virer aussi rapidement et de manière aussi candide, où il a vraiment été cash sur tout ce qui n'a pas été chez les Sixers selon lui. Il était Selon lui, invité, est important. Et selon lui est important. Il était donc l'invité de Bill Simmons dans son podcast, qui est déjà en soi une news presque, parce que les deux mecs peuvent absolument pas se blairer. Ils se sont envoyés des scuds pendant 10 ans par podcast interposé, par émission de télé interposée. Bill Simmons, qui est un fan hardcore des Celtics, en plus d'être un journaliste. Et donc, il s'est retrouvé dans son émission, ce qui était déjà surprenant en soi. Et il est revenu sur ce qui s'était mal passé aux Sixers. Et tout particulièrement sur les dossiers James Harden et Joel Embiid. Donc là, forcément, pour attirer, on a plutôt titré les choses sur le fait qu'il ait été critique envers Harden et Embiid. Il y a aussi du bon, hein, il a quand même loué les qualités de ces deux joueurs. Mais c'est très intéressant de voir ce qu'il a à dire sur les raisons de l'échec, en fait, et les raisons pour lesquelles ces deux joueurs ne sont pas encore champions à ses yeux aujourd'hui. Sachant qu'évidemment, il ne fait pas partie des raisons de l'échec. Voilà, c'est bon. Déjà, tout au long du podcast, il n'y a aucun moment où, à quelconque moment de sa carrière, n'importe quelle élimination serait le fruit de ses erreurs ou de ses mauvaises décisions. Mais c'est dans la lignée de ce qu'il fait, il a toujours fait, c'est-à-dire que les remontées 3-1, les défaites après avoir mené 3-1, c'était la faute des joueurs ou d'un joueur en particulier ou d'une ambiance. Il se remet. Bon voilà, c'est pour ça qu'on critique souvent Doc Rivers. C'est pas tellement pour le coaching en lui-même. Hein, c'est un très bon coach en soi, c'est pas le problème. Mais ouais, c'était une masterclass de je me dédouane ou je donne l'impression que j'étais pas là. C'était comme si c'était pas lui le coach de l'équipe. Enfin, là-dessus, c'est amusant, mais pour être juste, ce qu'il a dit est quand même intéressant. Il reprend pas mal ce qu'on a dit sur les deux joueurs pendant leur aventure commune aux Sixers. Alors vas-y, on commence avec Embiid par exemple. Tu veux commencer avec Embiid? Ouais, je sais. On a beaucoup parlé d'Embiid, du leadership, de ces choses-là. Sur Embiid, il a ciblé deux choses pour expliquer, selon lui, pourquoi il n'était pas encore prêt à gagner un titre. Il y a ce dont on a parlé 10 000 fois, c'est-à-dire la santé. Il dit d'abord, il doit rester en bonne santé au moment des playoffs. Cette saison est celle lors de laquelle il a été en meilleure santé, mais même là, il n'était pas à 100%. Et tu sens que de Rivers est frustré parce que les 3 saisons où il l'a eu, il dit la première année, c'était le genou, ensuite, c'était le visage, puis un ligament de la main, puis encore le genou. Un peu, et la tête alouette, tu vois, il est un peu blasé, le doc. Et il dit bien, il n'a plus jamais été le même après, et on l'a jamais retrouvé au niveau qu'aurait dû être le sien. Et outre les blessures, ce qui a le plus posé problème selon Doc Rivers, et là, je reviens à ce qu'on a dit 1 million de fois d'un point de vue très extérieur, c'est le fameux leadership et ses interactions avec les autres. Il dit la deuxième chose, c'est de réussir à rendre les autres meilleurs en play-off. Je lui ai dit quotidiennement. Donc là, il se met un peu c'est sa façon de se dédouaner, c'est de se dire j'ai fait mon job. J'ai tout tenté, ça n'a pas marché. Et il dit j'étais obligé de lui dire les jours où il pouvait jouer, et ceux où il devait être présent pour lui et pour les autres. Et il dit qu'il doit, sur et en dehors du terrain, qu'il doit leur montrer qu'il est avec eux, qu'il doit leur montrer qu'il les aime. Donc visiblement, le Joël n'est pas très démonstratif avec les autres. Ça, on l'avait compris, même en conférence de presse. Lui aussi, c'est souvent dédouané, du coup. Lui, la fameuse culture de l'excuse. Il n'hésite pas non plus à balancer certains coéquipiers. C'est ça. Ben Ben Simmons, on l'avait vu. Et puis même avec Harden un petit peu. Même là, en fait, sur cette campagne, même si je pense que je sais pas si tu te souviens de cette décla post-élimination où il dit James et moi, on ne peut pas tout faire tout seul. Ouais. Alors, elle était un poil sortie de son contexte parce que, bon, quand même, c'est une phrase un peu plus longue à la base. Mais le simple fait de dire ça, même s'il l'a pas dit, tu sens qu'il a l'air posé en conférence de presse, tu vois, après la défaite contre les Celtics, il n'avait pas l'air traumatisé. Mais le simple fait de dire ça quelques minutes après un match où tes role-players ont porté l'équipe et où les deux qui se sont vraiment troués, c'est les deux stars de l'équipe,
c'est-à-dire James et lui, ça c'était déjà. Enfin, je sais pas, il y a des. J'ai l'impression qu'Embiid, des fois, il réalise pas la portée de ses mots. Ou et je trouve ça intéressant qu'au final, Doc Rivers souligne aussi le en dehors du terrain, tu vois. Donc C'est ça, parce que ça, c'est des trucs qu'on a pu analyser que de l'extérieur et ça pouvait sembler être juste des impressions, mais quand tu as le coach de l'équipe qui dit ça, c'est que on sait qu'il y a quand même une part de vérité là-dedans, tu vois. Même si c'est dans une entreprise si c'est pour se dédouaner un peu lui-même et de dire qu'il a fait de son mieux, tu vois, mais c'est pas anodin. Après, je sais pas si Embiid écoutera ces conseils-là en particulier, mais c'est clairement un axe de progression, le leadership positif, tu vois. Sur le terrain, et Doc Rivers dit qu'il a été excellent sur le terrain. Il n'y a pas à dire, c'est le MVP de la saison. Hein, donc, mais tous les trucs en dehors sont importants et c'est intéressant que Doc Rivers l'ait noté. Et c'est fou que, tu sais, quand même, Embiid, il était là à fond pour garder Doc Rivers. Je ne sais pas comment il va interpréter ce podcast, tu vois. Même si, bon, au final, il lui a peut-être effectivement déjà dit, ouais, tu dois être un meilleur leader. Mais sur le terrain, c'est intéressant aussi parce que la différence entre un Jokic et un Embiid, par exemple, même si, voilà, ils sont condamnés à être comparés. Donc voilà, je suis désolé, c'est vrai que c'est deux styles très différents. J'ai souvent trouvé injuste de vouloir absolument toujours les opposer, mais bon, voilà. Après tout, les partisans d'Embiid l'ont fait à plusieurs reprises, donc autant continuer dans ce sens. Mais la vraie différence, c'est que Jokic, tu ne peux pas envoyer une défense particulière sur lui. Tu vois, Steve Kerr, il le dit très bien, quoi que tu fasses, il va dominer. On l'a vu avec le Heat. Hein. Tu fais de la zone, tu fais des prises à deux, il va ressortir. Tu fais de la zone, il va distribuer au poste haut. Il peut poser des écrans pour Jamal Murray, ça a créé une vraie synergie sur leur jeu à deux. Embiid, il pose beaucoup moins d'écrans en playoff qu'en saison régulière. En playoff, il veut la balle. En playoff, il veut la balle au poste bas. Donc, ça crée des prises à deux systématiques. Au bout de. Ça fait combien d'années qu'il fait les playoffs Embiid? 5 ans. Au bout de 5 ans, c'est toujours pas un super joueur sur prise à deux pour ressortir la balle, même s'il a progressé, tu vois, c'est encore un de ses points faibles. Donc, il y a quand même des manières de le ralentir. Et ben voilà, et c'est ce que dit d'ailleurs Rivers dans le podcast. Il dit il y a une différence de production chez Embiid entre la saison régulière et les playoffs. C'est quelque chose que nous aussi, on a déjà souligné. C'est que voilà, en playoff, Embiid, il n'a pas le même impact. Quoi. C'est ça, il le dit texto. Il dit si on regarde ses stats en playoff en comparaison de ses stats en saison régulière ces 3 dernières années, c'est vraiment pas très bon, il dit. C'est en partie à cause des blessures. Il dit quand même que c'est en partie à cause des blessures, ce qui est vrai, il faut aussi le prendre ça en compte. Mais il y a aussi la façon dont les équipes réagissent à sa présence et le sortent de sa zone de confort. Ça, c'est indéniable. Et alors, qu'est-ce qu'il dit sur James Harden? Parce que eux, pour le coup, on sait qu'ils se sont quittés dans un sacré. C'était pas la relation du siècle, quoi. C'est-à-dire qu'il commence par dire un truc positif. C'est un des meilleurs joueurs de l'histoire sur le plan individuel. Mais il dit mais les équipes savent l'attaquer parce qu'elles savent où il est sur le terrain avec la balle. En playoff, les équipes te font des prises à deux, te privent du ballon et te rendent la vie dure. C'est plus facile de faire ça à James qu'à quelqu'un comme Steph Curry. Oui, bon, ça jusque-là, pas de problème. Et derrière, il dit c'est le manque de circulation du ballon qui est la kryptonite de James. Je ne crois pas qu'il lâche prise à chaque fois, comme on peut le dire. Juste que les équipes le mettent en difficulté parce qu'elles savent comment procéder. Bon là, ok. Et quand Bill Simmons lui demande comment il a trouvé l'expérience de coacher James Harden, et il utilise le terme challenging. Il dit ça a été challenging, donc ça a été éprouvant, quoi, difficile, c'était un défi. Parce que deux choses se sont opposées. Et c'est là que tu comprends peut-être ce qui à un moment n'a pas été dans leur relation. James a été très fort en jouant d'une certaine manière, mais quelque part, c'était différent de ce que moi j'estimais qu'il fallait faire pour gagner. C'est-à-dire faire vivre la balle et être plus dans le playmaking. Et il le dit que toute la première partie de saison, et on l'a souligné aussi, Harden, il aurait dû être All-Star parce qu'il était pendant un temps sous sa meilleure version. C'est-à-dire un mix entre du scoring efficace et du playmaking en tant que vrai meneur de jeu. Et sur la deuxième partie, il a été plus dans le scoreur, dans l'ISO, dans le manque de mouvement. Tu vois, le jeu des Sixers est devenu un peu stagnant et prévisible, et c'est exactement ce que dit Doc Rivers. Bon, encore une fois, comme si ça n'avait pas été, voilà, comme s'il avait été analyste sur TNT pendant les matchs. Mais c'est quand même magnifique le côté. Moi, j'avais une vision dont lui devait jouer et lui, il voulait jouer d'une autre manière. Enfin, je veux dire, c'est quand même toi qui étais le coach. À un moment, tu peux prendre des décisions, quoi. Surtout que si vraiment il y a besoin, tu as quand même un autre très bon manieur de ballon, même si c'est pas un aussi bon playmaker. Tu as Tyrese Maxey. Je sais pas, tu trouves une pression à mettre, c'est ton joueur. Enfin, je suis sûr qu'il y avait une manière de lui faire comprendre qu'il fallait jouer autrement. Je trouve ça. Mais
Après, je pense qu'il y a aussi de la politique interne. C'est pas pour le défendre à tout prix Doc Rivers, mais James Harden et Daryl Morey, on sait que c'est Morey va protéger coûte que coûte James Harden et je ne sais pas s'il y a un choix tactique fort ou une réduction de minutes ou un clash pour lui demander de jouer d'une certaine manière et pas d'une autre. Je ne sais pas si ça aurait été productif. Harden, il était sur du velours avec Daryl Morey. Et je pense que c'est aussi pour la raison pour laquelle il était là et qu'il se voyait continuer et qu'il se voit peut-être toujours continuer à Philadelphie. C'est parce qu'il est en interne, il est quand même tenu en haute estime. Mais oui, c'est intéressant de voir trop haute estime d'ailleurs. Ouais, certainement. Mais il dit des choses positives sur lui. C'est ce qui est intéressant. Il dit que c'est un des meilleurs joueurs individuels du monde. Mais alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il dit j'aurais aimé coacher James quand il était plus jeune, parce que c'était plus facile pour lui d'être plus en mouvement et de pratiquer ce style qui est exigeant physiquement. Le fameux style Harden, celui qui lui a permis d'être MVP, quoi. Et ils disent plus jeune, ça aurait été intéressant parce qu'il était capable de faire ça. Alors que là, clairement, sous-entendu, là, il est cramé et il ne peut plus faire ça. Ouais. Enfin bon. Après, les Sixers, il y a un très beau parallèle à faire avec le PSG, je pense. Une équipe qui peut briller, PSG c'est en Ligue 1, les Sixers en saison régulière, mais dès que tu as dès que tu es en Ligue des Champions, ça passe plus. Et c'est pareil pour filer en playoff. Et même dans le traitement réservé aux stars, tu vois, Embiid a eu trop de passes droits. Ouais. Harden, depuis qu'il est arrivé à Houston, Morey lui a toujours donné trop de passes droits. Sur les passes droits, c'est bien que tu en parles parce que justement, il le dit pas clairement. Doc Rivers, il a cette qualité-là de savoir un peu tourner autour de faire comprendre ce qu'il veut dire sans le dire cash pour pas après être dans la sauce. Mais il dit justement qu'il devait dire que Embiid avait tellement pris l'habitude de pas jouer certains matchs ou de pas se forcer à jouer certains matchs qu'il a plusieurs fois dû lui dire là, il faut que tu joues ce soir, ou c'est bon, tu es apte, tu es capable, il faut que tu joues, tu vois. Tellement, je pense, dès qu'il y avait un petit pépin ou qu'il se sentait pas, la hiérarchie lui disait, c'est bon, tu peux ne pas jouer, il n'y a pas de problème. Ou le coach précédent, Brett Brown, il s'est installé dans un tel confort et dans un tel... une impunité aussi dans les critiques, quelque part, parce que ils ont tellement attendu de lui, tellement misé sur lui, c'est-à-dire le process, ça démarre avec lui. Et je pense que ça... il l'a jamais mis face à lui-même, quoi. Ils l'ont jamais mis devant un miroir en mode non, mais enfin, je le répète souvent, bien sûr que Embiid ne peut pas être le seul, ni même c'est peut-être même pas le premier responsable des échecs des Sixers, mais par contre, c'est la constante dans tous les échecs des Sixers. Il y a eu des dirigeants différents, des coachs différents, des coéquipiers All-Star différents. Donc, c'est même pas comme s'il avait. Tu vois, je veux dire, c'est pas comme tu prends les équipes de LeBron James entre 2003 et 2010. Les équipes des Cavaliers, et tu dis, regarde, tu vois, avec qui il a joué, c'était quand même très compliqué. Lui, Embiid, il a vraiment joué avec des super joueurs, il a eu des très belles équipes, et ça n'a jamais passé le deuxième tour. Donc, tu ne peux pas écarter sa responsabilité, c'est impossible. Et il n'a jamais été mis, je pense, face à un miroir. Il y avait toujours eu une excuse, c'était « Ah, mais Brett Brown, c'était pas un assez bon coach. Ah, mais Ben Simmons, ça collait pas. Ah, mais ceci, ah, mais cela. » Bon, à un moment, non, il faut que tu le mettes face à ses responsabilités. Après, moi, honnêtement, ce que je sors de ce podcast, c'est que j'ai l'impression que Doc Rivers, il nous a confirmé plus ou moins ce que beaucoup pensaient, ou du moins, tu vois, ça va dans le sens, on ne devait pas être complètement à côté de la plaque sur Harden, sur Embiid, et il a mis une nouvelle fois en lumière à quel point il était capable de s'écarter, enfin, comme tu le dis toi-même, de se dédouaner, tu as l'impression, là, ta métaphore sur le fait qu'on a l'impression qu'il était consultant pour TNT, c'est exactement ça, quoi. Il dit, lui, il regardait les playoffs comme nous, en observateur. Mais bon, c'est pas très grave. Il va faire une petite. Il coach quand même depuis 2004, là. Donc, il va pouvoir prendre un peu de recul, peut-être analyser un peu différemment les choses. La NBA a changé depuis qu'il a pris le job à Boston à l'époque. Consultant, quoi. Voilà, et ça va être un très bon consultant. On a beau avoir critiqué un peu son coaching et sa communication, je pense que ça va être un excellent consultant parce qu'il a plein de choses à dire, il a plein de choses qu'il a envie de raconter. Je pense qu'il va encore surprendre quelques-uns de ses anciens joueurs en leur disant que quand Redick, Jamal Crawford avait appris comme ça que visiblement ils n'avaient aucune chance de gagner un titre à l'époque des Clippers parce que l'équipe ne s'entendait pas du tout. Je pense qu'on va avoir droit à du grand Doc Rivers prochainement et ça va être divertissant. N'empêche que ces trois dernières équipes, les Clippers, Chris Paul, Blake Griffin, puis les Clippers, Kawhi, Paul George, puis les Sixers avec Embiid, Harden, il y a des soucis, ou même Embiid, Simmons, du coup. Ces quatre dernières équipes, il y a eu des soucis
dans le vestiaire des soucis d'alchimie. Si on en croit le fait qu'il y a... Enfin oui, on sait qu'il y avait déjà des soucis entre Blake Griffin et Chris Paul. Donc quand même, pour un coach qui est quand même présenté comme un players coach, censé... sa force, c'est pas censé être la tactique, mais plutôt unir son groupe. Ces 4 derniers groupes, ils n'ont pas été unis. Donc à un moment, son message, il passe plus. Moi, je pense que ça, là, c'est parti pour 5 bonnes années de consulting. On le reverra. Il y a une équipe avec un projet un peu intermédiaire, avec peut-être des jeunes qu'il faut dresser un petit peu. Et je pense qu'il sera encore bon dans ce registre-là, mais il peut plus coacher des très grandes équipes. Ça marche plus. J'en suis même pas aussi convaincu que toi, parce que j'ai l'impression qu'il a plus cette étiquette. Mais bon, peut-être, effectivement. Mais je pense que là, il y a une belle pause d'au moins 3-4 ans qui s'annonce là. Il peut reconvertir. Ça lui fera du bien, ça va te rendre compte. Ça fait 20 ans qu'il coach de suite. Ouais. Bon, allez, je te propose qu'on passe à un autre sujet, à une autre équipe. Rien à voir, une équipe qui a quand même un peu mieux fonctionné que Philadelphie, c'est Miami. Ouais. Donc le Miami qui vient de perdre en finale NBA, 4-1 contre les Nuggets. On a appris que Miami avait tenté de faire Kyrie Irving en février. Donc comme quoi, il y a rien que ça, même étonnant, une franchise déjà. Comme le Heat peut s'intéresser à Kyrie Irving. On en parlait avec Théo, enfin moi j'en parlais avec Théo là avant qu'on lance le pod. Ouais. Ironiquement, Kyrie Irving sur 3 mois, c'est peut-être mieux pour le Heat que de le signer pleinement à la free agency, parce que tu te dis, bon, allez, le Heat, il n'y a pas forcément une urgence de résultat, surtout à ce moment-là de l'année, en fait, au moment où ils sont un peu déjà largués au classement. Tu tentes le coup avec Kyrie. Clairement, ils ont besoin d'un joueur comme Kyrie. Et là où j'ai envie de te lancer, c'est donc pas particulièrement sur Kyrie Irving, mais sur l'idée de te dire, ce qu'on sort de ces finales, c'est qu'avec Miami a besoin d'une deuxième star. Est-ce que tu penses qu'ils sont capables cet été de signer ou de faire venir une deuxième star? Et peut-être on peut essayer de se donner des pistes, de trouver des joueurs qui sont susceptibles de renforcer le Heat. C'est pas facile parce que sur le marché de la free agency, il n'y a pas vraiment de joueurs qui se détachent. Je trouve qu'ils sont des évidences. Ok, on peut parler de Kyrie, mais bon, s'ils ont été intéressés un temps, c'est peut-être qu'ils le seront. Mais je suis d'accord avec toi. Je pense que c'était sur un projet court, tu vois, et ça avait du sens parce que tu prends pas trop de risques de le signer comme ça. Si ça impliquait de pas se séparer de trop d'atouts, c'était plutôt une bonne idée. Je suis moins sûr que ce soit une bonne idée sur si le contrat Kyrie demande cet été et sur 2-3 ans. Et je pense que c'est ce qu'il va rechercher. Il va chercher de la stabilité. Sinon, du coup, pour les autres joueurs, c'est pas simple parce que Miami, c'est une équipe particulière qui n'a pas les mêmes atouts à proposer que d'autres équipes. Il n'y a pas des... Bon, quoi, c'est Tyler Herro le meilleur atout? En gros, le package, ça serait formulé autour de Tyler Herro. Donc, tu essayes de vendre le côté, voilà, on a un arrière jeune et prometteur, sachant que le problème, c'est qu'on ne l'a pas vu en playoff parce qu'il était blessé. Depuis qu'il est là, il y a eu des très bons moments, mais il y a aussi eu des... Enfin, on n'a toujours pas vu s'il pouvait être autre chose qu'un joueur un peu unidimensionnel. Donc, on ne sait pas encore vraiment si Herro, c'est une star ou si c'est un 6e homme de luxe. Même s'il est sans doute peut-être entre les deux, tu vois, je pense pas vraiment que ça soit juste un 6e homme et je pense pas non plus que ça soit vraiment une star. Donc voilà, tu as Tyler Herro dans ton package. Tu peux mettre un de tes fameux undrafted players, tu peux en mettre un, mais bon, je suis même pas sûr. Sachant que Gabe Vincent, je crois qu'il va négocier son contrat cet été, donc c'est compliqué. Ouais. Et tu peux mettre des pics lointains et tu n'en as pas autant que d'autres équipes. Donc, bon, t'as pas, je crois que les prochains pics, tu peux pas, je me souviens plus exactement, mais les prochains pics, je pense qu'ils ne sont pas disponibles. Et du coup, ça va un peu loin, quoi. C'est genre 2029 ou 2030. C'est là que c'est compliqué. C'est là que c'est compliqué parce que d'un côté, j'ai l'impression qu'en interne, et même les joueurs, même Butler, je pense qu'ils peuvent se satisfaire de. Enfin, ils sont dans l'idée qu'ils peuvent y arriver là, tel quel et qu'ils étaient passés loin que ça. Et je ne sais pas s'ils vont réclamer une star, enfin, tu vois, mais on est obligé de penser la chose comme ça. Et c'est là que c'est pas facile, c'est quelle star? Parce que là, en admettant qu'ils aient un package qui puisse intéresser des équipes, moi, à part un mec comme Bradley Beal, par exemple, on sait que c'est un type qui est un peu. Tu sais que les Wizards, ils seront capables de le lâcher à un moment, que lui, il n'est pas contre un départ. Mais bon, déjà, est-ce que Beal, c'est la meilleure solution? Alors, pour Miami, je pense que oui, parce que ce qu'il apporte, c'est ce qui manque à Miami. C'est plus fort que Tyler Herro, par exemple. Ah oui, bien sûr, ouais, c'est plus fort que Tyler Herro. Au scoring, c'est un mec qui a fait des saisons à 30 points quand même. Une au minimum. Et qui défend pas trop mal. Je pense que ce serait pas mal, mais alors je sais pas du tout comment ils vont convaincre les Wizards. Parce que Taylor, ok, même si. Je pense que les Wizards, ils sont prêts à. Je pense que les Wizards. Ouais. Pour moi, Bill, c'est une option crédible dans le sens où, en fait, j'ai l'impression que sur on va dire, les stars les plus convoitées,
Miami va toujours se faire battre au niveau des enchères. Tu vois, si Damian Lillard il devait être disponible, Brooklyn aurait forcément mieux à proposer que Miami, sauf si Portland veut vraiment faire une fleur à Lillard. Tu vois. Sur Siakam, en imaginant que Portland soit encore dans le coup pour récupérer Siakam, Miami va se faire battre sur les enchères. Je ne sais pas quelle autre star on peut avancer. C'est pas simple, c'est réfléchir en même temps. C'est compliqué. Hein. Donc, j'en reviens du coup à Bill. J'ai l'impression que Bill, il n'y aura pas une forte concurrence sur Bradley Beal. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'équipes qui ont besoin de Bradley Beal ou qui ont envie de prendre Bradley Beal. Alors que Miami peut avoir justement ce côté, nous, on sait comment on peut le faire fonctionner. Donc Bill, pourquoi pas. Et j'ai l'impression, pour revenir aux Wizards, j'ai l'impression que les Wizards, ils sont prêts à accepter n'importe quelle offre pour s'en débarrasser. Le mec, il tu penses 50 millions. Mais ils vont le payer 50 millions. Le mec, il plombe la masse salariale. Mais je pense qu'ils vont quand même entretenir l'idée pendant un temps qu'ils peuvent récupérer beaucoup de trucs, énormément de tours de draft, énormément un jeune joueur. Enfin. Mais Bill, il est plus motivé à Washington. Sa valeur, elle a fait que baisser en fait depuis 2 ans. Il y a 2 ans, là, quand il fait sa grosse saison à 30 points, tu vois, et qu'il n'est pas trop blessé. Tu peux peut-être. Mais là, maintenant, depuis ses blessures, le gars, il est passé de 30 à 22 points par match. Les Wizards, on a vu qu'ils étaient capables de fonctionner sans lui. Je pense que sa valeur, elle a baissé. Tu peux peut-être t'en sortir pour Tyler Herro et 2 pics, tu vois. Non, mais du coup, on en est rendu. Il faudrait mettre encore un autre mec, d'ailleurs, dans le. C'est vrai qu'en réfléchissant, on en est rendu à donc un trait pour Bradley Beal, si tant est que les Wizards acceptent cette offre et n'est pas mieux à accepter ailleurs. Ou je suis en train de repenser à Kyrie. Il y a Kyrie, après, toujours Kyrie. Mais, je sign and trade avec les Mavs. À la limite, dans une équipe où à Miami, ils vont pas, ça va être no bullshit, quoi. Ils vont pas le laisser faire le moindre truc. Mais je sais même pas si dans l'idée, Pat Riley et Spoelstra vont se dire allez, on tente le coup, parce qu'ils savent peut-être que c'est peine perdue, qu'il y a un moment où il va forcément partir un peu en vrille sur l'extra sportif, ou pas être assez bien dans sa tête pour donner le meilleur lui-même. Mais dans l'idée, ce serait super, un meneur de ce niveau-là, ce qu'il est capable de montrer. Et surtout, s'il coûte pas, ils ont pas besoin d'échanger des assets. Et il faut trouver. Enfin, pour moi, à la limite, s'ils arrivent à l'avoir sur un contrat court, 1 an, 2 ans max, et sans lui filer absolument tout ce qu'ils ont, là, je serais prêt à le tenter. Mais sinon, j'ai l'impression qu'ils sont aussi capables de repartir à peu près avec la même équipe en se disant de toute façon, nous, on est Miami, on est comme ça, et Adebayo va être meilleur, et Butler sera pas blessé, machin. Enfin, et Tyler Herro sera là, enfin, tu vois. Oui, il y a moyen. Alors, justement, il y a Brian Windhorst, l'insider, qui mettait déjà en avant le fait que Miami va chercher une deuxième star. Shams Charania, un autre insider, là, pour le coup, c'est quand même des mecs assez c'est sûr, très fiables, on va dire. Lui aussi allait dans ce sens sur le fait que Miami allait chercher, mais effectivement, Miami qui cherche une deuxième star, ça ne veut pas dire Miami qui prend forcément des risques. Ça peut juste être, OK, le thème de notre intersaison, c'est on veut une deuxième star. Et tu peux arriver à la conclusion au bout de 3 semaines que, non, en fait, on ne peut pas, on garde les mêmes, tu vois. Ça ne veut pas dire on fait un panic move. Il y a des franchises qui, effectivement, se mettent soudainement une espèce d'énorme pression et une urgence absolue à trouver leur cible et du coup se rabattent des fois sur leur plan C ou D et se font avoir. On ne va pas reparler des Timberwolves, mais bref, suivez mon regard. Et une franchise comme Miami, elle n'a pas forcément d'urgence. Adebayo est jeune, il va progresser. Même si ces cadres comme Butler, Laurie sont plus tout jeunes. Enfin, le Heat, en plus, peut toujours se dire avec notre culture, un jour, voilà, le jour où Butler il part, le jour où on a de l'espace sous le cap, une free agency, on ne sait jamais. On peut. Tu vois, c'est une franchise qui est constamment essayé de discuter avec les free agents, les plus gros free agents disponibles. Donc, bon. Et je réfléchissais au profil de joueur qui manquerait, parce qu'on est d'accord que c'est peut-être plus ça peut être un meneur ou un mec qui score pour aider Butler. Mais juste sur le côté gestionnaire, expérience, tout ça, est-ce qu'un Chris Paul, ça peut pas... Je pense qu'un Chris Paul peut les intéresser, clairement. En plus, pour le coup, Chris Paul, je pense que tu n'as pas autant d'assets à lâcher. Là, c'est Chris Paul, ça peut tu peux sans doute le récupérer sans avoir à te saigner. Après, il faut voir dans quelle mesure tu peux faire jouer. Parce que du coup, tu te retrouveras avec 3 guards. Ou alors tu pars de l'idée que tu abandonnes soit Laurie, soit Vincent. Mais bon, ça m'étonnerait. Mais du coup, tu te retrouveras un 5 avec soit Paul et Vincent ensemble, soit un deuxième 5 avec Laurie et Vincent ensemble. Ça ferait un peu bizarre. C'est pour ça, moi, je n'étais pas convaincu qu'un meneur de jeu était vraiment ce qu'il leur fallait. Tu vois. Moi, j'étais plus sur il faut un autre scoreur.
Tu vois, un qui est joueur capable de extérieur porter la balle, ouais. qui est capable, genre, en fait, Tyler Hero, mais plus fort. La version plus, genre un Tyler Hero que tu peux vraiment mettre titulaire sans te dire, ah, il va être vraiment ciblé en défense, ou ah, il y a des soirs, il va être irrégulier. Bradley Beal, c'est pas l'option la plus dingue, mais non, mais bon, j'ai l'impression tient encore. que c'est celle qui fait le plus sens. On verra, mais il y a l'espèce de configuration entre une équipe qui va pas s'accrocher à lui à tout prix et le besoin et le profil qui rentrerait bien avec ce que rechercherait le Heat. Après, dans ce profil de mec un peu arrière, il y a les Lavine, DeRozan. Les Bulls, eux, tu vois, c'est des stars qui, je pense, sont plus facilement accessibles. Mais la contrepartie, est-ce que la contrepartie satisferait les Bulls, tu vois? Est-ce que Tyler Hero contre, enfin, c'est. Je pense qu'ils peuvent pas trop demander, les Bulls. Hein. C'est difficile. Hein. Lavine, il a un gros contrat. Alors peut-être Lavine, il vaut peut-être un peu plus. Je sais pas. DeRozan, il prend de l'âge. Je sais plus quand se termine leur contrat, eux deux. Je regarde ça très brièvement. Tu vois, Lavine, ça termine. DeRozan, ça finit en 2024. Donc, il est expirant à 28 millions. Lui, pour le coup, il est facile à mettre en place, le transfert. Ouais. Zach LaVine, il a un gros contrat. Je suis pas sûr que tout le monde voudra du Zach LaVine à 40 millions. Donc, tu vois, enfin, les Bulls, je pense, ne peuvent pas être trop gourmands sur ces deux mecs-là si jamais il y a un transfert. Enfin bref. Ça va être des dossiers cet été. Hein. Je ne suis pas convaincu que Chicago reparte forcément avec la même équipe en 2024. Enfin bon, on suivra tout ça, évidemment. Restez branchés tous les matins pendant la Free Agency, notamment les CQFR. On fera des récaps des signatures. On analysera un peu les transferts, les signatures, ce qui se passe pour chacun, ce que ça représente. On fera évidemment des podcasts. Donc voilà, n'hésitez pas à continuer à checker Basket Session, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas sur la chaîne YouTube. Si jamais vous êtes sur Spotify, n'hésitez pas à mettre une petite note. Voilà, je gratte la petite note. Apparemment, les 5 étoiles sont importantes. J'ai cru comprendre ça d'une conversation Twitter. Donc voilà, n'hésitez pas à nous mettre des 5 étoiles ou 4 si vous estimez que ça en vaut un peu moins. Mais regardez, non, du coup, si vous êtes sur Spotify, vous ne pouvez pas voir, mais Chat est dans un décor magnifique. Enfin bref, voilà, n'hésitez pas, les commentaires, etc. Un décor bucolique. On verra demain dans quelle pièce se trouve Chat. Vous voyez, c'est le petit jeu je vais changer, ça peut être le jeu de l'été, je vais changer de pièce à chaque fois, ouais. On peut se lancer des défis. Qui le fera au bord d'une piscine? Enfin bon, voilà, n'hésitez pas à continuer à nous retrouver. Et puis nous, en tout cas, ça nous fait plaisir de lire vos commentaires et de suivre vos retours. Sachez que ça nous booste et que surtout que ça nous booste à essayer de faire mieux. Voilà, c'est ça, très sincèrement, à essayer de trouver des concepts, à essayer d'améliorer le son, etc. Ça nous pousse honnêtement à faire mieux. C'est pas juste on se dit c'est cool. On essaye du coup aussi de faire mieux. Donc voilà, ça nous fait plaisir. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée à tous. Puis on se retrouve bientôt. Ciao. Ciao.